TVT au cœur de l'information. Heureuse de vous savoir nombreux. Rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. La coopération sino-togolaise agit dans tous les secteurs, notamment en politique. Et ce mercredi, le Parti communiste chinois a tenu par visioconférence un dialogue de haut niveau à l'endroit des partis politiques de plusieurs pays. Et le Parti Union pour la République Unie y a également participé avec la présence en ligne de la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Digbori Tiegan, représentant le chef de l'État. La revalorisation du SMIC au Togo et son application dans les différents secteurs d'activité, c'est le sujet de la tournée nationale du ministre du Travail à travers donc le pays. Et dans cette édition, vous suivrez l'étape de cette tournée, l'étape des plateaux. Et puis, les épidémiologistes d'Afrique sont en congrès à Lomé. C'est la gestion des maladies émergentes et réémergentes qui retient leur attention. De quoi s'agit-il à découvrir dans ce journal? Voilà donc pour les titres. Jour de Conseil des ministres ce mercredi à la présidence de la République. Sous la conduite du chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé, le Conseil a examiné 2 projets de décret et écouté 5 communications. L'essentiel de ce Conseil, dans le communiqué présenté par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, professeur Akoda Aïouadan. Communiqué du Conseil des ministres du 15 mars 2023. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 15 mars 2023 sous la présidence de son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République. Le Conseil a examiné 2 projets de décret et écouté 5 communications. Au titre des projets de décret, le Conseil a examiné et adopté le projet de décret relatif au mécanisme de gestion du carbone. Pour faire face au changement climatique, dû notamment à l'augmentation de la température mondiale, il a été institué au plan international un mécanisme d'incitation sous forme d'échange monétaire des droits d'émission de gaz à effet de serre exprimés en tonnes équivalent carbone. Ce mécanisme de gestion du carbone constitue une opportunité pour mobiliser les financements en vue de renforcer la résilience des populations face au changement climatique. L'adoption de ce texte, qui fixe les règles relatives au mécanisme de gestion du carbone, permettra de stimuler le stockage du carbone tout en contribuant au respect des engagements internationaux du Togo en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Le Conseil a ensuite examiné un projet de décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Observatoire national du dividende démographique. Dans la perspective d'une meilleure exploitation du dividende démographique au Togo, il a été initié un projet de mise en place de l'Observatoire national du dividende démographique qui représente un outil de veille informationnelle. Le dividende démographique peut être défini comme l'accroissement de la richesse par habitant résultant de l'augmentation de la part de la population active. Il intervient en raison notamment de changements de la structure par âge et de l'amélioration de la productivité conditionnée par des investissements dans la santé, l'autonomisation de la femme, l'éducation et l'emploi des jeunes. La mise en place de cet observatoire national permettra d'affiner les analyses démographiques en lien avec les projets et programmes de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Au titre des communications, le Conseil a écouté une première communication
relative à l'actualisation du mécanisme national d'alerte précoce et de réponse aux risques sécuritaires présentée par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Dans un contexte sous-régional marqué entre autres par la montée de l'extrémisme violent et du terrorisme, le Togo s'est engagé dans un processus de mise à jour de son mécanisme national d'alerte précoce et de réponse aux risques sécuritaires. La communication vise à rendre compte au Conseil des actions entreprises dans le cadre du renforcement de ce mécanisme d'alerte afin de l'adapter à l'évolution du contexte sécuritaire. Le Conseil a écouté une deuxième communication relative à la carte scolaire présentée par le ministre des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat. Cette communication a pour objet de rendre compte de l'état actuel de la carte scolaire, de la phase pilote de son actualisation et de la simulation des besoins futurs en matière d'infrastructures scolaires et d'enseignants. En effet, en 2021-2022, le Togo a enregistré au préscolaire, tous ordres confondus, un total de 228 233 inscrits, dont 51% de filles. Au primaire, le nombre d'élèves inscrits sur la même période, tous ordres d'enseignement confondus, s'élève à 1 672 475, dont 49% de filles. Au secondaire 1, 633 358 élèves ont été recensés, dont 71% dans 987 collèges d'enseignement général public. Au secondaire 2, 188 479 inscrits, avec la majorité dans les établissements publics. L'élaboration d'une carte scolaire nécessite de projeter l'effectif des élèves à scolariser afin d'anticiper les besoins, notamment la construction des infrastructures, le nombre d'enseignants supplémentaires à recruter et de planifier les coûts. Le Conseil a instruit pour approfondir les réflexions à un niveau stratégique sur les choix à opérer dans le but d'assurer durablement un accès équitable à une éducation de qualité. Le Conseil a écouté une troisième communication relative au bilan de la campagne nationale de reboisement présentée par le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières. Dans le souci de restaurer les écosystèmes dégradés du Togo et de lutter contre le changement climatique pour garantir le bien-être des populations, le gouvernement a inscrit le reboisement parmi les priorités nationales. La stratégie de mobilisation des acteurs adoptée pour le compte de la campagne nationale de reboisement 2022 a conduit au reboisement de 5 207 250 plants sur 8 256 hectares contre 3 300 000 plants sur une superficie de 4 500 hectares pour la campagne 2021. Dans le cadre de la campagne 2023, il est envisagé la mise en terre de 14 millions de plants sur une superficie d'environ 11 000 hectares, dont 2 millions de plants pour la seule journée du 1er juin 2023. Le Conseil a salué la forte adhésion de tous les acteurs lors de cette campagne de reboisement et les a encouragés à maintenir la dynamique pour des résultats encore plus bénéfiques à notre pays. Le Conseil a écouté une quatrième communication relative aux résultats du port autonome de Lomé de 2018 à 2022, présentée par le ministre de l'Économie maritime, de la Pêche et de la Protection côtière. Cette communication vise à présenter les améliorations significatives intervenues dans les performances opérationnelles et financières du port autonome de Lomé de 2018 à 2022. En effet, depuis plusieurs années, le gouvernement s'est engagé dans un ambitieux programme de modernisation des infrastructures et des services du port autonome de Lomé.
Sur la période 2018-2022, la desserte maritime globale a augmenté. Le trafic global a connu une croissance de 34,6%, passant de 22 millions de tonnes à près de 30 millions de tonnes. En outre, le port autonome de Lomé est classé 4e en termes de trafic conteneurs en Afrique. Saluant les résultats encourageants obtenus, le Conseil a attiré l'attention sur la nécessité de poursuivre l'amélioration des services offerts aux clients du port afin de conserver la compétitivité et le leadership de notre pays en tant que hub logistique conformément aux ambitions de la feuille de route gouvernementale. Le Conseil a écouté une dernière communication relative au projet de professionnalisation du football togolais présenté par le ministre des Sports et des Loisirs. Cette communication a mis l'accent sur la nécessité de la professionnalisation du football togolais à travers une meilleure organisation des équipes, une amélioration des infrastructures et la création de nouvelles normes de gestion économique. Ces réformes s'inscrivent dans la volonté du gouvernement de faire du sport en général et du football en particulier un vecteur de création de richesse et de cohésion sociale. Le Conseil a instruit pour la poursuite des réflexions afin d'envisager la mise en œuvre à travers une phase pilote permettant de mieux définir les conditions de réussite de la professionnalisation au bénéfice du football national. Fait à Lomé le 15 mars 2023, le Conseil des ministres. Et au terme du compte-rendu, le porte-parole du gouvernement a échangé avec les journalistes sur les différents points qui ont meublé le Conseil des ministres de ce mercredi. Il leur a expliqué notamment la nécessité et la pertinence de la réforme que le gouvernement veut apporter dans le monde du football en vue de sa professionnalisation. Je vous en propose un extrait. Professionnaliser le sport, c'est un engagement, c'est une nouvelle donne qui nécessite que l'on fasse d'abord un état des lieux de l'existant, que l'on mesure aussi notre capacité à pouvoir accompagner cette professionnalisation, étant entendu que nous sommes convaincus de la nécessité de cette professionnalisation, eu égard aux bénéfices qui peuvent être tirés de la professionnalisation. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, la réflexion est ouverte, elle est plutôt avancée, et le gouvernement est très à l'écoute des différentes propositions pour améliorer la réflexion en cours. Vous savez, pendant longtemps, le sport était considéré comme une activité oisive, une activité qui était laissée à des personnes aisées. Aujourd'hui, la réflexion ou la donne a changé. Le sport peut non seulement attirer des capitaux, des investissements, mais le sport peut générer aussi des revenus par la charge publicitaire qui peut accompagner le sport, par la billetterie notamment, et par les investissements qui peuvent être mis en place dans le secteur sportif. Donc tous ces éléments-là ont contribué à développer la notion de l'économie sportive. Aujourd'hui, notre réflexion va dans ce sens parce qu'on le sait, nous sommes un pays qui s'engage à moderniser son économie, et dans la voie de la modernisation de l'économie, tous les pans sont des cibles potentielles. Actualité politique à présent, un monde moderne et équitable grâce aux actions des partis politiques. C'est autour de cette vision que le Parti communiste chinois a organisé ce mercredi par visioconférence un dialogue de haut niveau. Rencontre au cours de laquelle la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Diboli Tiegan, a délivré un important discours au nom du chef de l'État, président du parti Union pour la République Unie. Le compte rendu avec Ulrich Amega. Égalité, justice, paix et stabilité pour un développement durable. Vision unique d'un monde nouveau voulu et partagé par le Parti communiste chinois à ce dialogue de haut niveau. À l'occasion et par visioconférence, le président de la République, Faure Zimnania Singbe, président du parti Union pour la République UNIR, a été représenté par la présidente de l'Assemblée nationale, la militante Yawa Diboli Tiegan. Devant plus de 500 partis politiques et plus de 1000 participants, le secrétaire général du Parti communiste chinois Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, a exprimé un vœu,
vœux qui tournent autour d'une thématique, la voie vers la modernisation, responsabilité des partis politiques, thématique assez évocatrice pour le parti UNIR. Je saisis cette opportunité pour saluer l'excellence des liens d'amitié et de solidarité qui existent fort heureusement entre le PCC et le parti UNIR. Évoquant la particularité de nos glorieuses relations, le PCC et le parti UNIR ont multiplié ces dernières années des échanges de haut niveau. En effet, Son Excellence M. Xi Jinping et Son Excellence M. Faure Zimnania Singbe se sont rencontrés plusieurs fois à différentes occasions. Les activités multiformes, comme les visites, formations et réunions ont permis aux deux parties de renforcer leur confiance politique mutuelle. Les relations entre le Parti communiste chinois et le Parti UNIR sont au beau fixe. Une longévité et solidité qui démontrent d'une vision commune, vision réitérée par la présidente de l'Assemblée nationale. Le Parti UNIR se félicite de la parfaite tenue réussie de ce 20e congrès national qui a débouché sur d'importantes décisions, notamment la réalisation de l'objectif du deuxième centenaire. Le Parti UNIR note avec grande attention le renouvellement des organes centraux du PCC intervenu lors de ce 20e congrès. Nous saisissons également cette heureuse occasion pour vous réitérer, Excellence, Monsieur le Secrétaire général du Parti communiste chinois, Président de la République populaire de Chine, au nom de Son Excellence, Monsieur le Président du Parti UNIR, Président de la République du Togo, nos sincères félicitations pour votre brillante réélection à la tête de votre beau et grand pays. Comme nous avons eu l'agréable plaisir de l'observer au cours des précédentes rencontres, le thème de notre grand rendez-vous d'aujourd'hui est très évocateur. Il nous donne l'opportunité d'approfondir les réflexions en vue de mutualiser nos énergies propices à la construction d'un monde meilleur sur la base d'une communauté de destin pour l'humanité. À travers des âges, différentes civilisations ont émergé ayant pour ambition de s'imposer comme un idéal. Mais l'effondrement de la structure bipolaire du monde, basée sur l'auto-affirmation du capitalisme comme seul système socio-économique viable, nous renseigne que le développement authentique, intégral et durable doit être en harmonie avec la civilisation de chaque peuple. À Union pour la République, nous reconnaissons qu'il n'existe pas de modèle unique de développement et qu'il appartient à chaque peuple, sous la direction de ses dirigeants légitimes et représentants au pouvoir, de rechercher la meilleure voie pour sa modernisation et son développement. Dans cette quête, pour le bien-être de nos populations, notre grand parti UNIR, sous le leadership de Son Excellence, M. Faure Zimnania Singbe, a opéré depuis 2012 de profondes transformations de notre économie. Cette nouvelle vision a permis de mettre en place des mécanismes et des politiques publiques propices à une prospérité partagée. Pour mener à bien ces différentes politiques publiques, dans un Togo multi-ethnique, le président de notre grand parti a opté pour une gouvernance concertée en vue de renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale. En tant que parti épris de paix, le parti UNIR s'est fortement inscrit dans la préservation de la paix, de la stabilité et de la sécurité. Malgré les progrès enregistrés dans le cadre du processus de sa modernisation, le Togo, en l'instar de la plupart des États africains, poursuit ses efforts en vue d'augmenter la production nationale. Au regard de l'urgence que requièrent les défis qui restent à relever, nous pensons qu'il pourrait être judicieux
de regarder avec une attention toute particulière le modèle que le PCC a pu bâtir à travers son siècle de vie pour amener la Chine au niveau actuel d'industrialisation et de développement que nous lui connaissons. D'une seule voix, les partis politiques ont épousé cette initiative de promotion d'un dialogue entre les civilisations à travers des interactions. De même, une coopération intensive dans les domaines tels que l'éducation, la science, la culture, le sport et le tourisme. Le ministre en charge du Travail a entamé depuis Kara une tournée d'information des populations sur la décision portant revalorisation du SMIC au Togo. Cette tournée est à l'étape d'Atapamé, une étape qui a réuni les acteurs de la région des plateaux et des régions de la centrale également. Il s'agissait d'écouter les uns et les autres et recueillir les informations afin de mieux accompagner les entreprises dans l'application de cette mesure du gouvernement. Le point à Atapamé de Silver Abdou. De 35 000, le salaire minimum interprofessionnel garanti est désormais passé à 52 500. Cette mesure est entreprise par le gouvernement après le dialogue de concertation intervenu entre les organisations syndicales des travailleurs et les organisations professionnelles des employeurs. 2 mois après, le gouvernement vient ici à la rencontre des acteurs, c'est-à-dire les opérateurs économiques, les TPME, les commerçants et bien d'autres acteurs économiques pour rendre beaucoup plus compréhensible le SMIC, expliquer le sens de cette mesure et surtout s'enquérir de son application sur le terrain. Il y a 3 mois que normalement on devait mettre en application le SMIC. Mais nous avons attendu ces 3 mois pour descendre sur le terrain et voir exactement comment il s'applique et les ressentis des travailleurs comme des employeurs. Donc nous avons échangé. Les employeurs ont dit ce qu'ils ressentent, surtout les petites et moyennes entreprises. Les travailleurs ont dit aussi ce qu'ils ressentent. Certains points où ils ne comprenaient pas, nous leur avions apporté la lumière nécessaire. Et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde, au niveau de la compréhension, est au même niveau d'égalité. Alors, ensemble, il a été clair que surtout entre employeurs et employés, le dialogue doit être de rigueur. Le dialogue doit primer toutes choses et au bout du dialogue, toutes les solutions seront trouvées. C'est donc une rencontre d'information pour mieux écouter les uns et les autres afin d'encourager les deux parties, c'est-à-dire employeurs et employés, surtout au dialogue, en vue d'une meilleure application de cette mesure pour davantage préserver un climat de paix au sein des entreprises. Nous constatons que cette revalorisation est de nature à poser un certain nombre de défis et de difficultés, y compris à certaines petites et moyennes entreprises. Nous devons donc être à l'écoute, discuter, les encourager à discuter avec les travailleurs et en même temps les accompagner pour que le climat de travail reste marqué par le calme, la sérénité, afin que l'activité économique puisse continuer et que les investissements puissent également s'accroître et que les créations d'emplois aussi puissent se poursuivre. Le plus important dans cette dynamique de mise en œuvre, d'application du salaire minimum interprofessionnel garanti revalorisé, c'est le dialogue et la concertation dans les entreprises. Quand des problèmes se posent, nous préconisons et nous encourageons les travailleurs et les employeurs à s'asseoir dans un esprit de citoyenneté, de responsabilité, à examiner de près les problèmes qui se posent, la nature des problèmes qui se posent et à trouver les solutions les plus adaptées. Il s'agit pour le gouvernement d'examiner les informations, les difficultés posées afin de réfléchir sur des approches de solutions visant à garantir un climat social dans les entreprises. Après l'étape d'Atapamé qui a réuni les acteurs de la centrale et des plateaux, la tournée va se poursuivre dans la maritime au profit de bien d'autres acteurs. Depuis ce matin, les représentants de 7 pays, dont le Togo, sont réunis à Lomé. Ils tablent sur les bonnes pratiques d'opérationnalisation du processus de décentralisation. L'idée est d'améliorer les conditions de vie des populations et surtout parvenir à un réel développement de ces pays. Yasmine Kodia pour des précisions. Le processus de la décentralisation au Togo a connu de grandes avancées depuis l'adoption de la feuille de route de la décentralisation en mars 2016.
La création des 117 communes consacre la communalisation intégrale du territoire selon la fêtière des communes du Togo. Cette rencontre d'échange d'expériences devra aboutir à l'élaboration de la planification opérationnelle pour le droit entre les 7 pays partenaires et la GIZ. Le focus de ce projet sera mis d'abord sur le renforcement capacité des associations des pouvoirs locaux, ça veut dire des fêtières, des collectivités territoriales, la promotion de la décentralisation financière, et ici on va mettre un focus sur l'accès des collectivités territoriales à des sources innovantes de financement des services de base, ça veut dire des infrastructures. La rencontre de planification opérationnelle a pour but également de présenter les grandes lignes de la nouvelle phase de mise en œuvre du programme de renforcement des capacités pour la décentralisation en Afrique de l'Ouest, PRODAO, sur la période 2023-2025. Je constate que les appuis combinés du projet régional et des programmes bilatéraux de décentralisation et de gouvernance locale dans les 7 pays partenaires produisent d'excellents résultats avec votre précieuse collaboration. Pour permettre au projet de réussir, j'invite tous les acteurs impliqués à une appropriation de ces défis. Une initiative de la coopération allemande GIZ pour développer avec les partenaires des programmes bilatéraux. Les partenaires de la Fondation Paul Guérin misent sur une éducation de qualité pour tous et surtout pour la gente féminine. Ils échangent sur la question à Lomé depuis ce matin. Le compte-rendu de la rencontre avec Karine Olanlo. Participer au développement des femmes et filles à travers une éducation de qualité. Le programme Compétences, Leadership, Éducation ou Clé répond à ces attentes. Les partenaires du projet se sont retrouvés pour insuffler un nouveau dynamisme au programme. Nous mobilisons des experts ou des expertes canadiens, canadiennes et d'autres pays pour venir appuyer le renforcement des capacités de nos partenaires, que ce soit des ministères ou de la société civile. Et donc, c'est un programme qui est financé par Affaires mondiales Canada, mis en œuvre par 3 organisations canadiennes, la Fondation Paul Guérin-Lajoie, Éducation internationale et la Fédération des cégeps. Au Togo, le programme Compétences, Leadership, Éducation a déjà fait ses preuves. Au niveau de la formation et de l'encadrement, surtout des enseignantes femmes au niveau de la cellule genre. Donc le diagnostic est axé sur cet accompagnement pour former les enseignants et permettre aux filles et aux élèves, également aux femmes, de s'épanouir et surtout de contribuer à une éducation de qualité. Pour les initiateurs du programme, une rétrospection s'impose afin de baliser la voie aux nouvelles propositions. Le but de la rencontre, c'est de faire en premier lieu une rétroaction des activités que nous avons faites au cours de l'année, donc l'année qui s'est écoulée 2022-2023. Mais ce qu'il y a de nouveau, nous présentons aux partenaires notre planification annuelle qui s'est basée sur leurs besoins et de l'ajuster s'il y a des choses qui ne sont pas forcément adéquates ou des choses qui ont changé, donc de la mettre à jour et que les partenaires puissent également s'impliquer. Le programme Clé a visiblement de beaux jours devant lui. Il étend ses branches dans 6 pays, à savoir le Bénin, le Cameroun, la Guinée, le Rwanda, le Sénégal et le Togo. La gestion des maladies émergentes et réémergentes telles que Ebola représente un véritable casse-tête pour les États africains. Comment y remédier alors? C'est ce qui réunit depuis ce matin à Lomé en congrès les épidémiologistes du continent. Le compte rendu avec Ekwe Salah. L'Afrique de plus en plus face aux nouvelles menaces sanitaires. Le Covid-19, la fièvre de Lassa, le choléra ou encore l'Ebola. Des maladies qui certaines émergent et d'autres réémergent. Dans tous les cas, elles fragilisent les systèmes de santé du continent et il faut innover face à la situation. La problématique occupe à ce congrès international épidémiologistes, universitaires et enseignants-chercheurs venus des 4 coins du monde. Il y a à peu près chaque année une centaine de menaces liées à ces maladies émergentes et réémergentes.
Actuellement, vous savez que dans la République de la Guinée équatoriale, vous avez le virus de Marburg, qui est une maladie émergente qui entraîne beaucoup de décès. Vous avez également actuellement au Ghana ce qu'on appelle la fièvre de Lassa, qui fait partie des fièvres virales hémorragiques, qui est une maladie également émergente. L'idée au fait de ce congrès, c'est de pouvoir réfléchir, de pouvoir discuter des différentes stratégies de prévention pour pouvoir limiter ces maladies émergentes et réémergentes. En matière de gestion des maladies épidémiologiques, le Togo est cité en exemple. La gestion faite de la pandémie du Covid-19 en est une illustration. Le pays ne compte pas se reposer sur ses lauriers. Il va bientôt mettre en place un centre épidémiologique de référence en vue d'aider les autres pays du continent en cas d'éventuelle crise sanitaire. La pandémie à la Covid-19 est en train de passer. Mais la grande question que l'humanité se pose, c'est à quand la prochaine pandémie? Et que devrons-nous faire pour nous préparer à cela? C'est en cela que des congrès de ce genre, des initiatives de ce genre sont les bienvenus parce qu'ils seront l'occasion, ils permettront de créer un cadre de réflexion, un cadre de partage où nous allons pouvoir débattre des enjeux d'aujourd'hui et aussi nous préparer sur les challenges de demain. Nous nous préparons aux futures épidémies, mais il faut aussi se préparer à la formation. J'annonce donc ici la mise en place future du Centre d'excellence de la recherche sur les maladies au Togo, que nous allons mettre en place dès l'année prochaine, qui va tourner autour du département de santé publique. Ce centre aura pour vocation non seulement de faire de l'enseignement de qualité, mais aussi de faire de la recherche. Cette rencontre est la plus grande manifestation scientifique francophone dans le domaine de l'épidémiologie et de la santé publique. Elle porte l'empreinte des associations ADELF et PITER, un réseau de plus de 500 épidémiologistes. Les échanges devront aboutir à des recommandations susceptibles de renforcer le système de santé publique africain face aux défis de l'heure. L'actualité hors de nos frontières, c'est ce deuil de 2 semaines décrété au Malawi par le président Lazarus Chakwera après le passage du cyclone Freddy. Un recueillement pour pleurer les plus de 200 personnes décédées durant cette catastrophe. Une situation qui préoccupe le pape François qui a invité les fidèles à prier pour le pays. Le pape François a exprimé son soutien au Malawi dévasté par le cyclone Freddy mercredi lors de son audience hebdomadaire. Le souverain pontife a invité les fidèles à prier pour que le Seigneur soutienne le Malawi, où près de 200 personnes ont été tuées, des centaines autres blessées et des milliers déplacés suite au retour de la tempête dans l'hémisphère sud. Je suis proche du peuple du Malawi frappé ces derniers jours par un cyclone très violent. Je prie pour les morts, les blessés et les personnes déplacées. Que le Seigneur soutienne les familles et les communautés les plus durement touchées par cette calamité. C'est la deuxième fois en un mois que la tempête traverse l'Afrique australe. Les graves inondations et pluies ont brisé les ponts et les routes, entravant les opérations de secours. Freddy a également laissé une traînée de destruction au Mozambique, où 24 personnes sont actuellement portées disparues et une vingtaine mortes. Sur le plan national, les gestionnaires des sites touristiques sont à l'école des bonnes pratiques pour une meilleure conservation de notre patrimoine culturel. L'initiative est du ministère en charge du tourisme, soutenue par l'UNESCO. Le compte rendu avec Edwige Atapabassabi et Abile Nyazimbi. Les professionnels du patrimoine venus du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée et du Togo tissent ici les ficelles de la maîtrise de la Convention de 1972 de l'UNESCO sur le patrimoine. Il s'agit de revisiter les stratégies de gestion et de conservation de leur patrimoine. Les termes de la Convention, c'est reconnaître l'exclusivité de ces sites partout dans le monde. Ça vise à améliorer ou d'augmenter la nomination de sites sur le continent de l'Afrique et notamment l'Afrique de l'Ouest. À travers cette formation, le ministère de la Culture entend emmener ses gestionnaires des sites à réactualiser leur manière de gestion. Le Togo n'a qu'un seul patrimoine, le Koutamakou. Donc on a besoin de renforcer les capacités des professionnels du patrimoine pour qu'on puisse inscrire aussi d'autres sites. Nous avons une liste qu'on appelle la liste indicative. Il faudrait quand même arriver à inscrire ces sites-là sur la liste indicative avant que l'UNESCO ne fasse la validation. On va voir les sites par rapport à leurs spécificités. Ces spécificités vont être révisitées pour qu'on puisse voir dans quelles conditions
on peut booster la représentativité des sites togolais. Durant 3 jours, ces acteurs intervenant dans la gestion des sites, dans la mise en œuvre de la Convention de 1972, seront suffisamment remis à niveau dans les méthodes de la rédaction des plans de gestion et de conservation, mais aussi à leur mise en œuvre pour un développement harmonieux des territoires. Direction La Cosa, précisément à Djambissi, où l'école primaire publique de la localité dispose désormais de latrines et de forages. Et c'est un don de la Banque Atlantique. Le compte rendu avec Nestor Mozo. 2 blocs de latrines et un forage à motricité humaine. Des ouvrages réalisés à l'école primaire publique de Djambissi, dans la commune de Cosa 1. C'est une bonne volonté qui les a construits. Cette bonne volonté, c'est la Banque Atlantique Togo. Cette institution s'est donné des principes, dont celui de travailler avec les communautés dans lesquelles elle s'installe. Lorsque nous sommes venus en visite de travail ici à Kara et qu'on nous a soumis le besoin de l'école primaire publique d'Adjambissi, nous sommes venus visiter. Nous avons vu qu'il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de latrine pour les enfants. Nous avons estimé qu'il y a véritablement quelque chose à faire. Et c'est cela qui nous a poussé à venir faire ces ouvrages-là que nous mettons à la disposition de l'école publique primaire d'Adjambissi pour que les enfants aient de l'eau potable à volonté à tout moment et que pour leurs besoins naturels, qu'ils n'aient pas à courir à gauche, à droite dans les buissons ou à avoir besoin de retourner jusqu'à la maison, qu'ils aient tout sur place et que l'hygiène et la santé soient préservées. Avec ces ouvrages d'eau et d'assainissement qui ont coûté 10 millions de francs CFA, l'environnement de l'école primaire publique de Djambissi va s'améliorer dans l'intérêt des élèves et de leurs enseignants. Vraiment, je suis très ravie de ces 2 ouvrages parce que quand je suis arrivée à Djambissi en 2017, l'école n'avait pas l'eau. Ce que la Banque Atlantique a fait, je ne sais quoi dire. Nous allons sensibiliser nos enfants et leur montrer l'importance des latrines pour qu'on puisse bien utiliser cela, pour qu'ils ne puissent plus déféquer à l'air libre. Le maire de la commune de Cosa 1 a salué la Banque Atlantique Togo pour avoir donné un nouveau visage à l'école primaire publique d'Adjambissi et un sourire aux élèves et à leurs enseignants. La Banque Atlantique Togo est née en 2006. Elle est présente dans toutes les régions du pays à travers une vingtaine d'agences. C'est parti pour le championnat universitaire 2023. Ils sont plus de 1000 sportifs inscrits pour compétir et comme discipline au démarrage du football. Un match qui a opposé 2 facultés, l'École supérieure d'agronomie ESA à l'Institut des métiers de la mer I2M. Score final 3-0 en faveur de l'ESA. La cérémonie d'ouverture dans ce compte rendu de Abidé Nyazimbe. Une parade de toutes les facultés universitaires présentes à l'édition 2023 des championnats des universités. Au total, 16 équipes pour compétir dans 9 disciplines sportives. Basketball, tennis de table, taekwondo et football, entre autres. Hymne du championnat. Et c'est parti pour cette compétition universitaire. En match d'ouverture, l'équipe de l'École supérieure d'agronomie ESA en vert et celle de l'Institut des métiers de la mer I2M en bleu-blanc. Dès les premières minutes, l'I2M semble être en difficulté, défense trop ouverte, des passes hésitantes, un duel maîtrisé par contre par l'équipe adverse qui ouvre le score à la 17e minute. Le but signé, Lovic Nabédé, pousse les Verts à mettre la barre plus haut, en marquant le 2e but à la 22e minute. La pression devient de plus en plus forte. Les Bleus tentent de réduire le score, mais en vain. Sur une sortie maladroite du gardien, le dorsal 70 Caleb Kivi réalise son doublé à la 45e minute. ESA 3, l'I2M 0, score à la pause. De retour sur la pelouse, tous pensaient que les Bleus-Blancs allaient prendre en main la rencontre, mais elle se fait contrer par l'équipe adverse malgré ses multiples tentatives. ESA a pu maintenir sa position
jusqu'au coup de sifflet final. Le comité d'organisation exprime déjà sa fierté à l'entame de ce championnat. Il y a de l'innovation. Nous allons mettre beaucoup plus l'accent sur la jante féminine. Je crois que dans l'ensemble, on a assisté quand même à un beau match, même si la mer n'a pas pu emporter nos clôtures, ce qui est meilleur d'ailleurs. Sinon, ça devait être la catastrophe. La mobilisation y est et tous les établissements sont engagés et à fournir du bon football. Le championnat universitaire édition 2023, c'est plus de 100 000 visiteurs attendus et 1019 sportifs qui espèrent remporter les trophées mis en jeu. Et je vous propose à présent de suivre l'intégralité de la conférence de presse qui a suivi le compte-rendu du Conseil des ministres de ce mercredi. Je suis Jules Lemou, rédacteur au quotidien national Togo Presse. Ma préoccupation va porter sur le projet de décret relatif au mécanisme de gestion carbone. Qu'est-ce qu'on peut comprendre concrètement de ce mécanisme et qu'est-ce qu'on peut avoir comme changement dans le quotidien des bénéficiaires? Il faut repartir du contexte relativement au mécanisme de gestion du carbone. Et le contexte, c'est d'abord le protocole de Kyoto et plus récemment donc l'accord de Paris. Ces deux conventions nous permettent ou attirent l'attention sur la nécessité d'agir pour protéger le climat au regard du réchauffement climatique qui s'accélère et qui est à l'origine d'un certain nombre de catastrophes naturelles qui assaillent le monde. Et une fois que le contexte est posé, que le constat est réalisé, les États ont convenu d'agir pour réduire le niveau de température. Et pour pouvoir atteindre les objectifs qui ont été fixés, un certain nombre de mécanismes ont été proposés, dont le mécanisme de gestion du carbone. Alors, le mécanisme de gestion du carbone est un mécanisme incitatif. Il consiste simplement à inciter les États à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre ou alors à séquestrer le carbone. Et pour pouvoir y arriver, il faut développer des projets environnementaux. On peut citer un exemple. On peut élever une forêt et en fonction de la taille de la forêt, de la densité de la forêt, il y a des calculs qui sont opérés pour déterminer le niveau de carbone qui est séquestré. Et ce niveau de carbone est monétisable, c'est-à-dire qu'il peut être évalué en tonnes et transformé simplement en de la monnaie. Donc, le mécanisme vise à créer le cadre de cette monétisation, l'organe qui doit gérer cette monétisation et inciter, créer les conditions pour que les différents projets qui peuvent permettre de séquestrer de carbone, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, que ces projets puissent prospérer dans notre pays. Quels changements on peut sentir? Les changements sont évidents. D'abord, on a le cadre juridique que nous n'avions pas, ce qui nous empêchait de pouvoir nous positionner de façon efficace sur le marché du carbone. Avec ce texte, nous allons pouvoir encadrer la production, la gestion, le stockage, l'évaluation de nos émissions afin de pouvoir les monétiser plus facilement. Nous pouvons également identifier et accompagner les projets qui vont dans le sens de la séquestration et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Germain Doubidi du média en ligne Interface Presse. Tout à l'heure, dans la lecture du communiqué du Conseil des ministres, vous avez évoqué l'examen de l'avant-projet de décret relatif justement au fonctionnement et puis aux attributions du mécanisme national pour la dividende démographique, c'est vrai. Vous avez défini le concept de dividende démographique, mais nous voulons que vous reveniez justement sur la définition du concept. Le dividende démographique, je suis d'accord avec vous, est une notion qui n'est pas simple d'accès ou n'est pas aisée à comprendre, mais on peut l'expliquer. En réalité, le dividende démographique, c'est un peu la conséquence et la cause mises ensemble. La conséquence, c'est le dividende et la cause, c'est la démographie. Et pour expliquer plus simplement,
Lorsqu'on parle de dividendes démographiques, il faut se figurer tout simplement une population. Et dans cette population, on a la part des non-actifs ou des personnes dépendantes, c'est-à-dire moins de 20 ans, plus de 65 ans. On a la part des personnes dépendantes et la part des personnes actives. Et le dividende est tiré de ce que la part des personnes actives est plus importante que la part des personnes dépendantes. Et vous comprenez entre les lignes que si vous avez une part de personnes actives plus élevée qu'une part de personnes dépendantes, les personnes actives peuvent financer la dépendance des personnes non actives. Et pour atteindre ce dividende-là, il y a des préalables. Mais une fois que vous avez atteint ce dividende-là également, vous avez atteint ce ratio, il y a un dividende. Et le dividende, c'est d'abord la capacité de cette part de population à travailler pour produire, la capacité à investir, la capacité à consommer et la capacité à créer de l'épargne. Et tous ces éléments doivent permettre ou faciliter le développement d'un pays. Donc, le dividende démographique, peut-être pour dire les choses simplement, c'est ce bénéfice que l'on va tirer de ce que les investissements antérieurs en matière de santé, en matière d'éducation, etc., de fécondité, ont permis à un État d'augmenter sa part de population active, on va dire au détriment de la part de population dépendante et d'en tirer le meilleur profit. Pourquoi c'est maintenant que le gouvernement prend l'option de mettre en place l'Observatoire national du dividende démographique? Alors, le gouvernement met en place l'Observatoire national du dividende démographique à la suite d'un certain nombre d'actions qui avaient d'ores et déjà été posées. Le gouvernement travaillait avec certaines institutions pour pouvoir identifier non seulement ce dividende et l'exploiter, mais c'est justement pour affiner, améliorer l'identification de ce dividende et accompagner les politiques publiques qu'un observatoire qui sera désormais dédié exclusivement à la détermination de ce dividende a été mis en place. Lorsqu'il n'y avait pas justement l'observatoire, qu'est-ce qui se faisait? Nous avions par exemple l'INSEED qui donnait ou qui proposait des données que l'on pouvait utiliser. Il y avait des études ici et là qui étaient proposées par des chercheurs sur la place. Des institutions comme des ministères pouvaient commander des études sectorielles. Aujourd'hui, avec l'Observatoire, on a un outil qui va nous permettre de centraliser cette recherche d'informations autour du dividende démographique et gagner en efficacité dans les politiques publiques. Herman Adade, rédacteur en chef au niveau de la télévision en ligne -7. Alors, ma préoccupation va se porter sur le mécanisme national d'alerte précoce de réponse aux risques sécuritaires. D'abord, j'ai cru attendre tout à l'heure, vous avez parlé d'actualisation de ce mécanisme-là. Alors, est-ce à dire qu'il y a des failles par rapport à l'ancien mécanisme qui existait vis-à-vis des défis de l'heure? L'actualisation du mécanisme national d'alerte précoce et de réponse aux risques sécuritaires vise simplement à opérer une mise à jour. Vous le savez, les risques sécuritaires, notamment, sont multiformes et ce sont des risques qui évoluent en fonction simplement du développement et de l'évolution démographique. Ces risques étant en mutation permanente, le gouvernement a à cœur de conserver une certaine vigilance relativement à ces risques et améliorer corrélativement ces différents mécanismes. Donc aujourd'hui, des mécanismes existent sur plusieurs plans. Et ces mécanismes doivent s'adapter aux nouveaux risques, aux risques qui mutent régulièrement, pour être plus près de ces risques-là et apporter des solutions idoines aux populations. Oui, dans le concret, comment va-t-il fonctionner ce mécanisme? Alors, on peut citer rapidement des risques nouveaux. Le terrorisme n'était pas un risque qui était contenu dans notre champ d'études auparavant. L'extrémisme violent non plus. Donc aujourd'hui, on a des risques comme ceux-là. À partir de ce moment-là, et au terme d'un certain nombre d'études, il a été identifié des actions à mener pour améliorer le mécanisme. Une action consiste par exemple à impliquer de plus en plus les populations dans l'identification du risque et dans l'apport des premières solutions pour endiguer le risque.
l'association ou la dimension participative de l'alerte est désormais au cœur du mécanisme. Donc on le voit bien concrètement, il y a une évolution dans l'approche. Dans ce fonctionnement-là, est-ce qu'il y a des particularités vis-à-vis des zones ou des différentes localités de notre pays? Alors, la doctrine, elle est unitaire, mais effectivement, dans son application, elle s'adapte aux réalités des différentes zones. Évidemment, les risques que nous avons dans le plateau ouest ne sont pas les mêmes que nous aurons dans la maritime ou alors dans la région de la Kara. Donc, en fonction des zones, la doctrine s'adapte, mais les concepts principaux restent les mêmes. Si on décide d'être un peu plus près de la population dans une démarche participative, en fonction du niveau d'exposition de la population, le discours et les outils à utiliser vont s'adapter. Je veux maintenant aborder le cas de la carte scolaire. Vous avez bien sûr présenté ce qui va se faire. Je voudrais savoir quelles sont aujourd'hui, au vu de ce qui se fait, vous avez parlé de phase pilote, quelles sont les zones qui présentent aujourd'hui plus de défis à relever? Lesquels de ces défis concrètement? Il existe une carte scolaire dans notre pays et c'est cette carte scolaire qui a fait l'objet d'études pour identifier justement les points d'amélioration, les forces évidemment, et la projection que l'on peut avoir sur l'avenir. De façon immédiate, en termes de défis aujourd'hui, sur la carte scolaire, ce ne sont pas des zones qui doivent être ciblées parce que tout notre territoire est couvert par le ministère des enseignements primaires et secondaires. Les défis vont concerner des secteurs précis, les jardins d'enfants et l'école primaire. Les défis résident sur ces deux secteurs-là, notamment en termes d'infrastructures et en termes de personnel enseignant. Les plus gros défis sont plus sur ces secteurs. Le Conseil a écouté la communication sur la campagne de reboisement 2022. Le test a avancé des chiffres. Avec ces chiffres, on se demande si les objectifs sont atteints tels qu'ils étaient fixés. Alors, la communication du ministre de l'Environnement et des Ressources forestières montre effectivement qu'il y a eu une évolution en termes de résultats obtenus quant au reboisement dans notre pays. On l'a vu en 2022, il y avait un objectif qui a été fixé. Cet objectif a été atteint et dépassé. Et en 2023, il y a eu un accroissement dans l'engagement de nos populations à participer au reboisement. Vous savez, on ne peut pas être satisfait à 100%, on ne peut pas se gargariser de ces résultats, puisqu'on le sait, l'objectif de notre pays est un objectif à plus long terme. Un objectif qui consiste à refaire tout son couvert végétal et son couvert forestier, parce que, justement, les dividendes à tirer de cette restauration forestière sont très importants. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le Conseil n'a pas manqué, d'abord de féliciter les différents acteurs pour leur engagement et de les encourager à ne pas baisser les bras et à continuer à planter, à surveiller les plants et à les aider à grandir. Là, actuellement, la saison des pluies a démarré dans certaines zones, dans la région des plateaux, par exemple, dans la région de la Kara aussi, il me semble qu'il y a eu quelques pluies. La campagne de reboisement a déjà démarré. La campagne de reboisement a déjà démarré puisque la doctrine togolaise a changé. Le reboisement, c'est sur toute l'année. La date clé de lancement officiel, c'est le 1er juin, mais le reboisement reste de mise tous les jours de la semaine. Il est loisible de savoir que de 2018 à 2022, le port est toujours dynamique. Mais mon souci, c'est que dans la sous-région ouest africaine, justement, il y a quand même des ports qui emboîtent le pas au Togo par rapport aux ports en eau profonde. Je voudrais savoir, au niveau du gouvernement, est-ce que les dispositions, les réflexions sont menées pour adapter à la nouvelle donne? Sinon, nous avons des concurrents, justement, sur la côte ouest africaine. La concurrence est vive dans le secteur portuaire et le gouvernement est très lucide sur cette concurrence-là. On a la concurrence de nos voisins du Ghana, on a la concurrence de nos voisins de la Côte d'Ivoire qui ont amélioré substantiellement leurs infrastructures pour se hisser au niveau du port autonome de Lomé. Alors, une fois que l'on a fait le constat, effectivement, il faut s'interroger sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour conserver non seulement notre leadership dans le domaine,
mais aussi pour améliorer la compétitivité du port autonome de Lomé. Et sur ces questions-là, il y a un certain nombre d'actions qui sont déjà en cours. On le sait, en termes d'infrastructure, nous pouvons tous arriver au même niveau d'infrastructure. Mais le gap peut être franchi au niveau des services. Et notre port travaille d'arrache-pied sur l'amélioration de la qualité du service pour attirer de plus en plus de navires chez nous. La digitalisation d'un certain nombre d'opérations est en cours qui permettrait de passer moins de temps en rade ou à quai dans notre pays et renforcer ainsi l'attractivité du port autonome de Lomé. Notre pays a conclu un accord récemment avec Togo Terminal, un accord qui ouvre la voie à l'attraction de nouveaux investissements dans le secteur portuaire pour nous maintenir à un niveau élevé de concurrence. Il y a d'autres alternatives qui sont envisagées et d'autres qui sont en cours. Quand je pense au port sec de la PIA, ce sont autant de leviers que notre pays essaye de mettre en mouvement pour conserver sa place de leadership et pour continuer l'amélioration de notre compétitivité. Alors, Monsieur le ministre, si on jette un petit coup d'œil peut-être en Afrique et ailleurs, surtout au Maghreb, nous sommes d'accord qu'il faut parler aujourd'hui de la professionnalisation du football dans notre pays. Alors, depuis janvier dernier, le processus a été lancé. Bon, à l'heure actuelle, quel est l'état des lieux? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui reste à faire pour l'effectivité même de ce que nous cherchons tous en matière de football? La question de la professionnalisation a fait l'objet d'une session de travail en janvier, comme vous le disiez, et cette session a permis d'ouvrir le débat autour de la nécessité de professionnaliser le sport dans notre pays. Alors, professionnaliser le sport, c'est un engagement, c'est une nouvelle donne qui nécessite que l'on fasse d'abord un état des lieux de l'existant, que l'on mesure aussi notre capacité à pouvoir accompagner cette professionnalisation, étant entendu que nous sommes convaincus de la nécessité de cette professionnalisation, eu égard aux bénéfices qui peuvent être tirés de la professionnalisation. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, la réflexion est ouverte, elle est plutôt avancée, et le gouvernement est très à l'écoute des différentes propositions pour améliorer la réflexion en cours. Et en termes de bénéfices, on parle de l'économie sportive. Alors, de quoi il s'agit concrètement? Alors, lorsqu'on parle de l'économie sportive, on parle d'une branche de l'économie qui intéresse particulièrement le sport. Vous savez, pendant longtemps, le sport était considéré comme une activité oisive, une activité qui était laissée à des personnes aisées. Aujourd'hui, la réflexion ou la donne a changé. Le sport peut non seulement attirer des capitaux, des investissements, mais le sport peut générer aussi des revenus par la charge publicitaire qui peut accompagner le sport, par la billetterie notamment, et par les investissements qui peuvent être mis en place dans le secteur sportif. Donc tous ces éléments-là ont contribué à développer la notion de l'économie sportive. Aujourd'hui, notre réflexion va dans ce sens parce qu'on le sait, nous sommes un pays qui s'engage à moderniser son économie, et dans la voie de la modernisation de l'économie, tous les pans sont des cibles potentielles. En termes de réflexion, j'ai cru comprendre que par préfecture, maintenant, il doit y avoir un club professionnel. Mais nous savons que dans certaines préfectures, il y a des clubs professionnels. Est-ce qu'il y a des dérogations ou est-ce qu'il y aura des dérogations pour certaines préfectures? Je pense que c'est une hypothèse de travail et on n'en est pas encore là. On ne va pas déshabiller Paul pour habiller Pierre ou vice-versa. L'ambition, c'est d'avoir une structuration qui soit fonctionnelle, opérationnelle en termes de professionnalisation du sport. Les réflexions se poursuivent, ce sont des travaux qui sont ouverts. Les différentes options doivent être étudiées à l'aune de nos réalités, à l'aune de notre capacité à financer ce sport-là, à l'aune de ce que le secteur privé puisse s'intéresser de façon importante au sport professionnel. Ailleurs, l'État a une place marginale dans le secteur professionnel. L'État se concentre sur le développement du sport amateur parce que ce sport-là est le vivier du sport, et le secteur privé a la part léonine en ce qui concerne le sport professionnel. Une question, Monsieur le
mais si vous le permettez, les autres fédérations ont toujours crié, ou critiqué la fédération de football d'avoir toujours pris la part belle, en tout cas en termes de subventions. Aujourd'hui, on parle encore de professionnalisation de football. Est-ce qu'on ne fait pas de jaloux pour les autres fédérations? Je veux parler surtout des fédérations de sport de main, en fait. L'on ne peut pas faire le procès de la part belle faite au football. Je ne l'ai pas inventé. Le football s'appelle le sport roi. Et que la réflexion commence par le football, c'est juste une indication. Si le football atteint un niveau de professionnalisation important qui permet de générer des ressources, de créer des emplois, évidemment que cela servira de modèle réplicable sur les autres sports. Donc là-dessus, je pense qu'il faut avoir une approche progressive. Le football permet d'aller plus vite dans la professionnalisation. Il est sans doute légitime de commencer par là. Et voilà, ainsi se referme ce journal. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.